On va commencer. Bonjour, bienvenue pour cette conférence sur l'inclusivité et l'accessibilité en GN, qui a déjà été tenue au mois de juin pour la FEDGN. C'est une conférence introductive que j'ai réalisée dans le cadre de ma mission en tant que responsable au pôle déontologie, inclusion et médiation de la Fédération de jeux de rôle grandeur nature française. Je suis donc Axiel Cazeneuve et nous allons voir ensemble pendant les prochaines une demi-heure, 40 minutes, comment reconnaître et prendre en compte la diversité des personnes dans l'organisation de jeux de rôle grandeur nature. Alors, pour me présenter, donc, je suis, comme je le disais, élue au pôle déontologie de la FEDGN depuis 2020. Je suis également autrice et organisatrice de GN de type freeform ou huis clos, membre du collectif pour un GN sécurisant qui nous accueille ce soir, donc sur le serveur Discord duquel nous faisons cette conférence. Je suis également bénévole sur tout type d'événements GNistiques. Je fais de l'escrime ludique, entre autres. Je suis également sur le plan universitaire diplômé de master d'anthropologie sociale, où j'ai fait donc un mémoire sur le gène nordique et le gène finlandais, et j'ai également un demi-master de philo. Je suis autrice d'articles théoriques sur le GN, notamment dans le Knutpunkt et autres contenus internationaux, et puis je suis à titre personnel féministe queer et anarchiste. En revanche, et c'est important de le noter, je ne suis pas professionnelle de psychologie, je ne suis pas non plus travailleuse sociale, médiatrice professionnelle, etc. C'est-à-dire que les connaissances que je vais essayer d'apporter ce soir, ce sont des choses qui sont basées sur ma propre expérience en tant que joueuse, en tant qu'universitaire, etc. Mais ce ne sont pas des compétences professionnelles. J'espère tout de même qu'elles pourront vous être utiles. Et donc on va commencer sans plus attendre donc, sur pourquoi en fait j'avais envie de parler de ça ce soir. Donc, pour commencer, il y a quelque chose qui me semble être un point aveugle dans l'écriture de jeux de rôle grandeur nature, c'est pour qui nous écrivons nos jeux. C'est-à-dire que souvent on va écrire un jeu parce qu'on a envie de raconter telle histoire, on va écrire un jeu pour nous quelque part, on va écrire un jeu qui va parler à nos intérêts propres, à ce que soi-même on veut expérimenter et tout ça. Or, on se pose assez rarement la question du public au final. On a envie de raconter quelque chose, mais en ce faisant, on se pose peu la question de finalement qui va pouvoir ou vouloir s'inscrire ou non sur nos jeux. Et donc la discussion autour de l'inclusivité et de l'accessibilité a, à mon sens, comme vertu de remettre en question nos évidences en termes de public, comme je le disais, mais aussi en termes de contenu, en termes de thèmes, etc. Bon, je précise cependant qu'on ne va rien résoudre, il n'y a pas de potion magique d'accessibilité. Ce que nous allons faire ce soir, c'est pointer du doigt les principaux lieux communs, les principaux moments où des problèmes liés à l'inclusivité et l'accessibilité peuvent émerger, peuvent se poser. Donc voilà, comme je disais, sensibiliser à ces problématiques, indiquer les problèmes les plus fréquents susceptibles d'émerger, présenter des documents également mis en place au sein de la FEDGN et préparer le terrain aussi pour aborder des aspects plus spécifiques dans des interventions futures. On va commencer par quelques définitions, forcément, puisqu'on est sur des termes qui sont encore assez neufs, qui ne sont pas maîtrisés par tout le monde, et puis de toute façon c'est toujours bien de rappeler les choses. Donc l'inclusivité, pour commencer, désigne le fait, pour un événement, pour un groupe, un lieu, etc., de laisser la place à un maximum de personnes et de groupes sociaux, notamment lorsque ceux-ci et celles-ci font face à des discriminations dans la vie ordinaire. Il s'agit d'une posture active de prise en compte de la diversité des individus, des expériences, des besoins, etc. Alors attention, la diversité ne signifie pas uniformité. Le but n'est pas que tout le monde soit pareil, ni d'ailleurs que tout le monde puisse participer à tous les jeux, mais au contraire que des personnes différentes puissent d'abord cohabiter, mais aussi trouver chaussures à leurs pieds. Ça passe par reconnaître d'abord qu'on ne part pas toutes et tous du même point. En termes de discrimination, de moyens, que ce soit économiques ou de capacité physique par exemple, d'expérience de jeu, etc. Pour répondre à ces problématiques d'inclusivité, on va devoir mobiliser
la communication pré-jeu, l'écriture des personnages, le casting, les ateliers pré-jeu, etc. Ensuite, l'accessibilité, qui est peut-être un terme plus utilisé, puisqu'on va en parler dans la société globale pour l'accessibilité, par exemple, on va parler de rampes d'accès, etc., pour souvent les personnes à mobilité réduite. Mais c'est quelque chose qui est en fait plus large que ça. L'accessibilité désigne l'ensemble des conditions matérielles d'accès au jeu. Elle comprend bien sûr la forme du site de jeu, comme je le disais, par exemple, les personnes à mobilité réduite, qui sont les personnes auxquelles on va souvent penser en premier lieu si on n'a pas trop réfléchi à la question, vont nécessiter qu'il n'y ait pas d'escalier ou qu'il y ait des rampes aux endroits où il y a des escaliers, etc. Ça comprend également la nourriture, puisqu'il y a des personnes qui ont des allergies alimentaires, des intolérances, mais également aussi des croyances et des pratiques qui peuvent différer. Ça concerne bien sûr la durée du jeu, le nombre de participants et participantes, en fait toutes les informations pratiques et le maximum en fait d'informations possibles afin de permettre aux personnes non seulement de juger adéquatement de si elles peuvent participer à un jeu, mais aussi de savoir sur quel point elles auraient besoin d'ajustement et donc du coup de prendre contact avec l'organisation. Alors ce que je disais, l'accessibilité ne se limite pas à l'accessibilité physique. Par exemple, certaines personnes vont avoir besoin de la possibilité de s'isoler du bruit. Il est important de savoir si la nuit se passe en jeu ou pas, quelle est la durée de certaines scènes. Par exemple, si on a un trouble de l'attention, une hyperactivité par exemple, on peut avoir du mal à suivre un jeu qui va se présenter sous forme de longues réunions de plusieurs heures. Le principal outil qui va vous permettre de communiquer au mieux sur l'accessibilité, c'est la lettre d'intention. Alors, de plus en plus de jeux font une lettre d'intention, ce qui est, à mon sens, très positif, parce qu'en fait, la lettre d'intention, c'est votre meilleur allié pour toutes les questions qu'on va aborder ici. Elle va vous permettre d'expliciter les conditions matérielles du jeu, le lieu, la durée, quelle est la participation aux frais, le coût du GN, quel genre de costumes sont nécessaires. Par exemple, si vous avez un GN historique qui va requérir des costumes souvent chers ou difficiles à confectionner, on n'est pas sur la même chose que si on est sur un jeu où finalement l'organisation va prêter une partie du costume, par exemple, ce genre de choses. Ensuite, ça va vous permettre aussi de communiquer sur qui vous êtes déjà en tant qu'organisateur, organisatrice, mais aussi ce que vous êtes prêt et prête à faire en termes d'adaptation. Est-ce que vous êtes prêt et prête à répondre à des besoins spécifiques, à répondre aux questions? En fait, la lettre d'intention, ça va être votre premier contact et à la fois votre vitrine, ce qui va donner les informations pour des décisions en conscience, en pleine connaissance, on va dire, pour les personnes qui souhaiteraient participer. Alors, donc je parlais des thèmes. Les questions qu'on va se poser, c'est de quoi est-on susceptible de parler? Quelles thématiques seront traitées dans le GN? Et on va se poser la question dans le scénario global, dans les backgrounds, les fiches de personnages, et également dans les scènes. Alors, il faut savoir qu'on a tous des sujets qui sont sensibles, auxquels on n'a pas forcément envie d'être confronté, et en fait, ça n'est pas toujours des choses qui paraissent graves. Par exemple, on peut avoir peur des poules. Bon, c'est peut-être plus rare que la peur des araignées, mais c'est toujours mieux de prévenir si votre boss de faim, c'est c'est une poule géante. Bon, je caricature forcément, mais l'idée c'est que les gens, les personnes qui arrivent devant votre lettre d'intention, puissent faire le choix de participer en toute conscience toujours, pour éviter au maximum les mauvaises surprises, voire des choses qui pourraient être plus graves comme des résurgences traumatiques, etc. Et même les GN fun peuvent taper là où ça fait mal. Alors là, il y a quelque chose qui est souvent un petit peu difficile, c'est qu'en tant qu'orga, on n'a pas envie
de dévoiler son scénario, en fait, tout simplement. Et eh bien, c'est compréhensible. Néanmoins, alors bon, à mon sens, mieux vaut spoiler que blesser. Il y a des façons de contourner un petit peu ça. Déjà, vous allez parler des thèmes et pas des points précis de votre jeu. Mais ensuite, par exemple, vous pouvez mettre en place si vous avez un jeu, vous savez qu'il va avoir une grosse intensité entre, par exemple, des disputes intenses entre les participants et participantes, vous pouvez mettre en place des petites mécaniques, des rubans de couleurs, ou simplement, si vous avez peu de joueurs et joueuses, une reconnaissance préalable entre personnes pour que on sache avec qui est-ce qu'on peut crier très fort et avec qui il vaut mieux garder un volume vocal assez faible. Et ensuite, si vous avez un GNA secret, vous avez peur de dévoiler des choses, dévoilez-en trop. Mettez des grosses tartines. Alors bon, là aussi, il faut faire attention parce qu'on peut se dire, bon, on n'a pas envie de décevoir ses joueurs et joueuses en disant des choses... voilà, en teasant un petit peu sur des choses qui n'apparaîtront pas dans le GN, mais en tout cas, bon, on peut s'arranger avec soi-même pour faire simplement informer correctement sans gâcher l'expérience de jeu future des joueurs-joueuses. Je vous ai mis des exemples de thèmes sensibles fréquents. Alors, la liste n'est pas exhaustive, et par ailleurs, ces éléments sont repris dans un document qui est intitulé Accessibilité et inclusivité, qui est téléchargeable sur la page du pôle déontologie sur le site de la FEDGN. Je précise que suite aux incidents chez OVH, le site n'est actuellement, il me semble, pas accessible, mais ça sera le cas prochainement, et donc vous avez un document qui reprend en 7 ou 8 pages, il me semble, ce qu'on est en train d'expliquer ce soir. Donc dans les thèmes sensibles, je vous ai mis des choses qui ne sont pas forcément... qui n'apparaissent pas au premier abord comme des choses difficiles. Par exemple, si on va tous et toutes avoir pour idée que la violence sexuelle est un thème sensible fréquent, un thème sensible en tout cas, on ne va pas toujours penser au fait que, par exemple, la question de l'amour, du mariage, etc., puisse être un trigger, un élément déclencheur pour des sentiments pas cool. Ensuite, bien sûr, il y a les discriminations sur lesquelles il est vraiment important d'informer, et donc on va en parler de suite. Bon. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une discrimination ? C'est une inégalité de traitement d'un individu sur des critères de race, de classe, de genre, d'orientation sexuelle, de capacité ou tout autre motif visant à exclure ou rabaisser sur la base de son appartenance à une catégorie sociale donnée. Alors c'est une définition qui est ma définition, donc qui n'est probablement pas parfaite, mais il me semble que voilà, elle donne une petite base, on va donc se baser là-dessus pour en discuter. Je vais préciser que la discrimination, c'est quelque chose de systémique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que les personnes discriminées vont pouvoir rencontrer dans différents domaines de leur vie. Quand on a une personne qui va être, qui va prendre une rebuffade un petit peu d'un autre joueur et d'une autre joueuse, c'est pas toujours de la discrimination. En fait, on va parler vraiment de quelque chose qui s'appuie sur des préjugés qui ont un caractère systémique, qui ont un caractère global et social. Par exemple, quand un groupe de personnes, c'est quelque chose qui peut revenir, quand un groupe de personnes qui subissent des discriminations dans la vie ordinaire veulent se retrouver ensemble, on ne parle pas de discrimination, puisque en fait il s'agit pour elles d'échapper pour un temps, souvent pour pouvoir discuter de leurs oppressions, justement de leur discrimination, ou pour établir des outils à leur propre usage, vont avoir besoin donc de se retrouver entre elles pour pouvoir discuter plus librement. Bon, en GN, c'est pas quelque chose qu'on va rencontrer souvent, puisque c'est souvent des choses qui vont se passer à l'extérieur, mais ça peut arriver, et c'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de discrimination quand il n'y a pas une logique systémique derrière. Alors je précise que la discrimination peut exister à 2 niveaux. D'abord, elle peut exister en jeu. Si elle est en jeu, il est nécessaire qu'on puisse négocier et exprimer clairement ce qui est OK ou pas OK. Par exemple, insulter un personnage sur la base de critères physiques appartenant à la joueuse n'est pas
ok. Cora de Clueless Cora en parlait dans un article. En fait, ça n'est... si vous insultez quelqu'un en traitant son personnage j'en sais rien, en disant que son personnage a un gros nez et qu'en fait c'est le joueur qui a un gros nez, on est sur quelque chose qui touche en fait à du hors-jeu. Donc c'est pas, ça n'est pas ok. Alors souvent, quand on va avoir envie de traiter des thèmes difficiles, il y a des choses qui peuvent être mises en place là encore. Déjà, bon, bien sûr, informer en amont que des mécanismes de type, par exemple, racisme vont exister, mais on peut les faire jouer sur autre chose. Par exemple, surtout pas sur la couleur de la peau déjà, parce que là encore ça appartient au joueur ou à la joueuse, mais on va pouvoir avoir des mécaniques en disant toutes les personnes qui sont habillées en bleu, ou toutes les personnes qui ont qui ont un masque de rat par exemple, vont subir de façon systémique des discriminations de la part du reste des personnages. Et j'insiste sur la question des personnages. Donc là, c'est si c'est en jeu. Donc si c'est en jeu, bien informé, laisser de l'espace de négociation, parce que par exemple, voilà, si une personne rencontre beaucoup de discrimination dans la vraie vie, je parle notamment par exemple de l'action du sexisme qu'on peut retrouver souvent en jeu, et souvent les personnages féminins qui sont victimes de sexisme, sont également incarnés par des personnes qui, dans la vie, sont victimes de sexisme. Et ben, c'est pas toujours super fun. C'est pour ça qu'il est important de vraiment informer sur ces sujets et faire bien la différence et peut-être mettre en place des mécaniques pour que ça ne soit pas en fait toujours les mêmes personnes qui soient victimes de sexisme et ce genre de choses. Et ensuite, bien sûr, si c'est une discrimination qui intervient hors jeu, elle n'est pas acceptable. Vous devez, en tant qu'organe, vous positionner sur le fait que être raciste, être transphobe, être validiste, c'est-à-dire discriminant envers les personnes handicapées, ça n'est pas acceptable. Et c'est là où on peut utiliser un autre outil, donc communiquer clairement à ces sujets peut nécessiter la mise en place d'une charte comportementale. Une charte comportementale, ça permet d'expliciter ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable sur vos événements. Ou ça peut être lié à un GN en particulier, ou ça peut être, souvent c'est le cas, lié à une association, puisqu'on va considérer que tous les GN tous les jeux d'une association ne vont pas accepter de propos ou de comportements qui soient de nature discriminante. C'est important dès le départ de mettre en avant quelles sont aussi les sanctions possibles et les modes de résolution de litige également, puisque les sanctions c'est bien, la résolution de conflit c'est mieux. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que si vous avez effectivement un souci qui se présente, dans le feu de l'action et dans la chaleur, on va dire, du moment où ça va être rapporté, ça va être très compliqué de prendre des décisions rationnelles et mesurées. Alors que si vous avez déjà votre plan d'action, vous allez dire « Ok, très bien, il y a eu un incident, on va se reporter à la charte comportementale et voir comment gérer cet incident. » Dans cette charte, vous allez trouver par exemple des points concernant le civisme, on va dire, donc tout ce qui est interaction ordinaire, le respect des personnes, le respect du matériel, les réactions possibles donc en cas de non-respect de la charte. Plus vos prises de position sont claires, plus ce sera possible pour les joueurs et joueuses, pour les participants eux, de se faire confiance mutuellement, mais aussi de faire confiance à l'organisation et de se sentir en sécurité. Et en plus, l'effet un petit peu bonus, entre guillemets, c'est que les personnes qui pensent qu'il est nécessaire de pouvoir avoir une attitude discriminante ne viendront pas. Alors, voilà, il faut se dire que ça va, voilà, une charte comportementale, ça a un effet sécurisant, mais ça a aussi un effet décourageant sur les comportements de discrimination. Ensuite, il y a quelque chose auquel on pense pour le coup vraiment très peu quand on organise un jeu, c'est qu'il y a également des problématiques de confiance en soi et de légitimité, notamment de la part des personnes débutantes, mais pas que. Là aussi, les personnes discriminées dans la vraie vie peuvent avoir des problèmes de légitimité spécifiques. Et de façon générale, il y a des personnes qui sont timides, il y a des personnes qui ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les motive, etc. Et c'est important d'en prendre compte. Donc là, les questions que vous pouvez vous poser, c'est comment favoriser l'accès au jeu aux personnes débutantes. Ça peut être dans le public que vous allez toucher, mais ça peut être aussi en encourageant la solidarité entre des personnes expérimentées et des personnes novices. En demandant, par exemple, sur votre lettre d'intention,
Est-ce que est-ce que vous seriez d'accord pour parrainer, pour marrainer une personne novice, ou en mettant en place des forums avec où vous allez pouvoir organiser la prise de contact pré-jeu, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Ensuite, voilà, peut-on accompagner les joueurs et joueuses dans des rôles nouveaux ou difficiles? Ça, c'est important parce qu'en fait, souvent, certaines personnes vont se sentir à l'aise dans un certain type de rôle et avoir du mal ou avoir envie d'en sortir en fait finalement, mais ne pas se sentir en se disant mais j'ai jamais joué un personnage de pouvoir par exemple, ou j'ai jamais joué une relation amoureuse en GN, enfin je sais pas trop comment gérer ça. Et donc là c'est là où vous allez pouvoir proposer des ateliers pré-jeux qui sont pour moi vraiment un excellent moyen de mettre un peu tout le monde sur la même longueur d'onde et de pas lancer tout le monde à froid, etc. Vous allez pouvoir proposer certains outils, un suivi éventuellement, donc là encore je reviens à l'histoire de parrainage, marrainage, et tout un tas de choses qui vont, des guides de jeu, etc., qui vont permettre de faciliter l'appropriation et l'incarnation des personnages par les joueurs et joueuses. Donc non seulement ça va permettre aux personnes qui ont des difficultés de mieux rentrer dans le perso, mais en plus ça permet un jeu plus intense, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous apporte quelque chose en tant qu'organisateur, organisatrice de jeu, parce que forcément ça fait super plaisir quand on voit que les joueurs joueuses ils se prennent au jeu rapidement et puis ils sont en train de faire des scènes un petit peu explosives et tout ça. Ça fait toujours super plaisir de voir que la mayonnaise prend, quoi. On va aussi se poser la question de comment on peut limiter les effets de honte, d'autocensure qui font que certaines personnes et certains groupes aussi de personnes se refusent certains rôles. Je pense par exemple, on va avoir tendance à se dire mais oui, mais forcément, passé 40 ans, on va pas jouer le rôle de la jouvencelle ou au contraire, un joueur ou une joueuse de 17 ans va pas aller faire le général des armées. Eh ouais, mais pourquoi pas? Finalement, on peut identifier les biais possibles liés à des identités, à des groupes sociaux et activement travailler à les contrer. En réservant par exemple, je pense à la problématique du fait que donc les personnes qui sont perçues comme des femmes vont avoir peut-être plus de difficultés à aller dans des rôles de combattantes. Peut-être que vous pouvez réserver directement des rôles de combattantes. Vous allez dire, bien 30% de nos soldats, ce seront des soldates, de façon narrative. Ça peut être quelque chose qui est encouragé dans le groupe de personnes, la société de laquelle sont issus les personnages, etc. Vous avez plein de façons en jouant sur l'univers du jeu, mais encourager aussi des choses qui en fait vont permettre de sortir plus facilement de nos propres biais sociaux de personnes qui sommes hors jeu, quoi. Ça peut être aussi des trucs un petit peu symboliques. Vous pouvez placer en chef de guerre une personne en situation de handicap ou là encore une femme. Vous pouvez avoir ce genre de mesures qu'on va appeler de discrimination positive pour faire un petit peu évoluer les mentalités aussi et pour simplement offrir un jeu plus diversifié, offrir des rôles plus diversifiés aux personnes qui vont participer. Là aussi, donc je parlais dans la lettre d'intention du fait de se montrer, de dire clairement ce qu'on est prêt à faire et prête à faire. Il faut encourager en fait la prise de contact avec l'organisation, entre PJ, entre personnages non joueurs, donc en fait avoir plus vos joueurs joueuses et vous-même, plus vous avez interagi en amont, plus tout le monde va arriver de façon détendue, en sachant ce qu'elle veut faire, ce qu'elle doit faire, etc. Donc vraiment on est sur quelque chose qui peut bénéficier là aussi à ce que la mayonnaise prenne, à ce que le jeu démarre plus vite, démarre mieux, etc. Donc là on va parler des handicaps. Donc première note, tous les handicaps ne sont pas physiques, tous les handicaps ne sont pas visibles. En fait la plupart des handicaps sont invisibles. Et tous les handicaps non plus ne sont pas reconnus officiellement. Ça ne sert à rien de demander à une carte d'invalidité par exemple, comme si on réservait une place de parking, parce que en fait tout le monde n'a pas accès à un diagnostic, tout le monde n'a pas accès à la reconnaissance du handicap, puisque une reconnaissance du handicap ça se base sur les symptômes en fait et le statut travailleur handicapé. Enfin il y a plein de choses qui sont en fait très très complexes, à la fois dans le fait d'obtenir une reconnaissance de handicap,
mais aussi dans le fait de, de l'exprimer aussi, de partager ça derrière. Donc on va pas avoir envie forcément de devoir présenter des documents administratifs pour aller jouer, quoi. Donc bien sûr, il est hors de question de demander aux personnes qui demandent des aménagements ou font part de craintes ou de besoins spéciaux de justifier de leur handicap ou de leurs besoins. Et faire attention aussi à nos propres préjugés. Par exemple, il y a des choses qui vont nous paraître déraisonnables, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à penser, et notamment en fait à juger certaines catégories de population plus durement, et donc à avoir plus de difficultés à mettre, à leur donner, répondre à leurs besoins, tout simplement. Bon, et voilà, il faut arrêter de juger, par exemple, je pense aux personnes qui sont dépendantes à des substances, qui vont être jugées durement parce qu'on va dire c'est leur faute, etc. C'est également le cas des personnes obèses, des personnes aussi qui peuvent être atteintes d'un retard mental, des personnes donc personnes dyslexiques, dyspraxiques, etc., dont les besoins spéciaux sont fortement connotés négativement dans notre société. C'est aussi d'ailleurs le cas pour des handicaps plus reconnus, puisque la société en général, elle est validiste, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte les besoins des personnes en situation de handicap, mais en plus, elle associe de nombreux préjugés au handicap, quel qu'il soit. Donc sur la question des handicaps, ça c'était un peu le préambule. Il y a des choses nécessaires auxquelles voilà, il faut penser dès le départ, et même sans... on va voir également qu'on a besoin pour la question des handicaps là aussi de laisser la possibilité aux personnes d'exprimer leurs propres besoins, tout simplement parce qu'on ne va pas pouvoir anticiper tout ce qui existe, quoi. Mais déjà, décrire le site en détail, c'est un point, puisque les personnes vont savoir elles-mêmes quels sont leurs besoins et si le site va être praticable pour elles ou pas. Les conditions de jeu sont également excessivement importantes, puisqu'il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir besoin de porter un appareil respirateur pendant la nuit. Donc ça va impliquer de non seulement avoir un site où il est possible de s'isoler, mais aussi que la nuit ne soit pas en jeu, qu'il y ait une véritable trêve, puisque forcément ce serait pas possible pour la personne de être sur le branle-bas de combat à 3h30 du matin quand il y a une embuscade, quoi. Ou en tout cas une attaque de camp. Également, là je parlais plutôt des impératifs physiques ou des impératifs matériels du jeu. Ça peut être aussi, je le mettais entre parenthèses là, la question des signaux visuels ou audio qu'il va falloir connaître, sur lesquels on va devoir réagir. Mais donc aussi expliquer quels sont les prérequis de costume, le mode de création de personnages et de relations, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent avoir de l'impact sur les personnes avec des handicaps divers. Alors voilà, je vous ai mis un petit chiffre. Selon l'OMS, 80% des handicaps sont invisibles. C'est quelque chose qu'il est important de prendre en compte. En fait, la plupart des personnes en situation de handicap le sont d'une façon qui n'est pas visible au premier abord. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai appuyé sur suivant là ? Ouais, ok, c'est la suite, sur la suite de ma diapositive, pardon, j'ai mis 2 pages sur le handicap. Voilà, ça c'est des questions que vous pouvez vous poser et des informations que vous allez donner cash, quoi, d'entrée de jeu, mais il est aussi important de bien communiquer, d'être explicitement ouverte aux remarques, d'encourager activement la prise de contact de la part des PJ potentiels, etc. Et aussi, bien sûr, ne pas partir du principe que l'on sait. Aider sans demander si l'aide est appropriée peut en fait causer plus de dommages qu'autre chose. Donc en fait, même si on va avoir l'impression de dire bon, effectivement, si je demande à telle personne quels sont ses besoins, je lui fais peser la charge et tout ça, c'est quelque chose qui existe, c'est vrai, donc c'est important de pouvoir faire un maximum soi-même, mais aussi se dire que quand même, les personnes concernées seront les plus à même de juger. Donc par exemple, vous pouvez dire, bon alors moi j'ai pensé à ça, est-ce que tu penses que c'est approprié ? Et la personne va pouvoir vous dire, ouais super, ou au contraire, en fait, pour moi, on pourrait penser que ça m'aide, mais au final, pas terrible, etc. Bon.
par exemple, pour les signaux visuels et métatechniques, etc., en plus des personnes liées aux déficiences auditives et visuelles, il faut prendre en compte que certaines personnes peuvent être très sensibles à certains stimuli. Il peut y avoir des questions d'épilepsie, d'autisme, d'hypersensibilité, etc., où vous allez vous dire, eh bien, écoutez, pour être sûr que les personnes déficientes auditives entendent bien, enfin voilà, sachent bien tout ce qui se passe, je vais mettre des gros signaux auditifs et ça se verra bien. Visuels et des trucs qui se voient bien. En fait, vous allez avoir des personnes dans la salle qui vont au contraire avoir une hypersensibilité à la lumière, qui vont souffrir de lumière vive, etc. Que vous n'aurez pas anticipé puisque simplement vous avez pensé à une autre catégorie de personnes en mettant en place certaines solutions. Parmi les aménagements possibles, outre les aménagements pratiques, donc je pense par exemple au fait de payer un taxi ou louer une rampe d'accès et tout ça, il y a la possibilité de faire venir une personne aidante. Alors faire venir une personne aidante, ça peut paraître un petit peu lourd parce que, à mon sens, il est important de lui offrir la participation aux frais. C'est-à-dire que si vous avez une personne déficiente visuelle qui va avoir du mal à suivre un petit peu ce qui se passe de loin, c'est-à-dire qui va pas savoir que tel groupe est en train d'interagir, que bidule a passé un objet à machin, etc. Ça peut être utile pour cette personne d'avoir une personne qui soit un peu soit incluse en jeu dans une situation d'aide, soit carrément hors jeu, qui puisse lui dire en fait telle personne a interagi avec telle personne et tout ça. Et bien sûr, vous allez pas, cette personne elle est là pour travailler, en fait elle est là en tant que aide, vous n'allez pas lui faire payer la participation aux frais, c'est-à-dire que vous devez avoir une petite portion de votre PAF, souvent la portion qui va être dédiée aux imprévus, aux choses un petit peu dernière minute et tout ça. En fait, cette portion de PAF, elle peut aussi servir à faire venir ce genre de personnes. Ensuite, bien sûr, le tissu social est également très important. Là, je disais amener une personne aidante, mais vous pouvez simplement favoriser le jeu de groupe, si possible, et si cela rassure la personne. Par exemple, proposer un jeu en binôme, avec des personnes qui sont bien sûr consentantes pour faire ça, etc. Hop. Donc voilà ce que je disais. Alors, c'est vrai que j'aurais dû avancer mes slides au fur et à mesure, surtout pour la rediffusion en vidéo. Consacrer dès le départ si possible une portion du budget aux éventuels aménagements, organiser éventuellement une session de sensibilisation pour les autres personnes. Par exemple, si vous avez, je disais, une personne sourde, et d'ailleurs il y a une fiche technique vraiment très détaillée qui a été réalisée par une personne, par Hélène, donc, qui est une GNiste sourde, et une autre personne bénévole pour la FEDGN, qui est très 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 détaillée, qui est super. Ça peut être une idée de dire bon écoutez, il y a 50 personnes, au début si la personne est d'accord, on va mettre en place juste un espèce de truc de 15 minutes, un peu un b.a.-ba de comment interagir avec une personne sourde par exemple qui lit sur les lèvres, donc comment parler avec elle en étant sûr qu'elle puisse suivre, etc. Bon. Bien sûr, ça, là aussi, vous ne faites pas ça sans l'accord de la personne. C'est pas, ça peut partir d'une bonne intention, mais forcément, vous allez pas. Tout le monde n'a pas envie d'être qu'on dise à tout le monde qu'on a tel ou tel handicap. Et ça peut être envahissant aussi. Donc surtout, toujours demander l'accord, bien communiquer, c'est crucial. Et hop, on en vient à la question de la communication. Alors ça n'est pas une posture de façade, la communication. C'est un véritable engagement pour le bien-être des participants et participantes. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire, si vous dites « ouais, mais nous on est ouvert » et qu'ensuite derrière, dès que vous recevez un mail, vous faites « encore une demande de PJ », bon, c'est pas fou quoi. Donc c'est un véritable engagement, il faut avoir une communication qui est claire, qui est détaillée, une lettre d'attention en béton, il faut aussi savoir qui est Orga et identifier clairement leur contact tout simplement parce que, bon alors, il y a un effet marketing qui peut se mettre en place avec les orgas parce que vous allez voir, oui, telle personne elle est dans l'orga, alors moi j'ai confiance à telle personne, etc. Bon, c'est un effet un petit peu pervers qui fonctionne sur l'interconnaissance, mais aussi simplement si vous avez une petite page sur votre site web ou une petite page dans votre lettre d'intention qui dit bon alors voilà, bidule et orga scénar, vous mettez une petite photo et vous mettez voilà, une petite présentation, je fais du GN depuis tant d'années, ce qui m'intéresse c'est plutôt ça, voilà, c'est des choses qui en fait vont pouvoir humaniser un petit peu les organisateurs et organisatrices pour donner un point d'entrée plus humain tout simplement.
Ensuite, si on peut, je trouve que c'est important en tout cas c'est utile de faire l'effort d'expliciter ses points de vue, les choses qu'on veut faire vivre avec ce GN, les souhaits de l'organisation et pas seulement les questions pratiques. Parce que vous pouvez avoir écrit un jeu en ayant envie que telle expérience soit vécue par les joueurs et joueuses, et en fait, s'il faut, ça va passer, sans le dire, ça va passer totalement à côté, alors que finalement, en le disant, vos joueurs joueuses vont se dire ah ouais ben moi aussi je comprends le délire quoi, j'ai envie de me mettre dans le mood pour vivre ce truc là et ben, en fait je vais activement collaborer à créer en fait ce que les orgas ont eu en tête, puisque du coup tout le monde est responsable de la création de l'histoire derrière quoi. C'est des choses qui peuvent à la fois bénéficier aux joueurs et joueuses, mais, et c'est quelque chose que j'ai tendance à répéter peut-être un peu trop souvent, aussi à l'ambiance de jeu, et donc à la mayonnaise, quoi, au fait que le jeu fonctionne bien, soit fluide, soit donne lieu à des scènes intéressantes et tout ça. Bon, autre question un petit peu sensible, c'est la question de la précarité économique. Alors la précarité économique, c'est quelque chose qui est compliqué parce que ben ouais, on a conscience que tout le monde n'a pas la thune, machin, tout ça, bon. Mais quand même, on a envie de faire un GN un peu chiadé. Donc comment est-ce que... bon, ok, j'ai envie de faire un GN où il y a une grosse porte des ténèbres avec des effets spéciaux, machin. J'ai envie d'embaucher quelqu'un qui fait de la pyrotechnie, ça va être trop classe et tout. Bon, ok, super. Mais si à la fin votre GN il coûte 200 balles, il faut... Alors, je dis pas que c'est interdit, mais en tout cas, il faut réfléchir activement en fait, et activement... questionner là où vous mettez de l'argent et pourquoi. Donc la question que vous allez vous poser, c'est comment porter vos ambitions de design sans laisser trop de monde sur la touche. Vous allez aussi vous demander quel est le bon équilibre entre immersion esthétique et accessibilité économique. Par exemple, si vous avez une super scène de ouf qui va concerner peut-être 4-5 joueurs-joueuses, mais que derrière ça ferait augmenter votre budget de 300 balles, ouais, ok, peut-être que vous allez y réfléchir, y réfléchir éventuellement à deux fois. Ensuite, voilà, comment est-ce qu'on peut réduire les disparités qui existent entre les joueurs et joueuses. Alors, une façon très facile en fait de mettre ça en place, c'est les questions de la PAF, la participation aux frais solidaires. Là aussi, je citais Cora tout à l'heure. Vous avez une super vidéo de Clueless Cora sur les PAF solidaires qui couvre vraiment le sujet de façon super claire et assez exhaustive, quoi. Ouais, voilà, la clé de ça va souvent être la solidarité. Le principe de la PAF solidaire, c'est que vous allez avoir une portion de joueurs et joueuses à qui vous allez proposer de payer plus cher pour ouvrir des places moins chères. Si votre PAF de base elle est à 60 euros par exemple, vous allez dire à des gens, ok, est-ce que vous avez envie de payer 80 euros, est-ce que vous avez les moyens de payer 80 euros pour ouvrir des places à 40 euros. Alors 20 euros pour certaines personnes en fait c'est rien du tout, et pour d'autres c'est une semaine de course. Pour moi personnellement c'est une semaine de course par exemple. Donc en fait c'est des petites choses comme ça qui vont permettre de réduire voilà l'écart, mais aussi par exemple le prêt de costume. Vous pouvez là aussi on parle de précarité économique, mais également les personnes par exemple moi je suis précaire économiquement, mais je fais du GN depuis X années, donc forcément je vais avoir plus de GN sous la main que j'ai fabriqué, que j'ai chiné, etc., que quelqu'un qui est peut-être plus économiquement stable, mais qui débute et qui n'a pas forcément envie ou la possibilité de s'acheter une armure complète pour son premier jeu, quoi. Donc vous pouvez mettre en place des systèmes de prêt, vous pouvez mettre en place plein de choses, donc on va voir ça. Hop. Donc mettre en place une PAF solidaire, organiser des ateliers matos, c'est-à-dire des ateliers où vous allez fabriquer à la fois le matériel par exemple pour vos PNJ, mais aussi mettre à disposition du matériel, des outils notamment et des matières premières pour que les joueurs et joueuses puissent se fabriquer leurs armes, leurs costumes et tout ça, encourager le prêt, éventuellement vous, si vous avez une asso avec un local un petit peu fourni, prêter ou louer à bas coût du matériel de votre asso, et aussi ne pas mettre la pression en fait. Peut-être qu'un GN où tout le monde doit avoir un costume 18e fait à la main, niveau accessibilité économique, c'est pas le top, quoi. Ensuite,
Dans certains cas, et d'ailleurs il y a une conférence qui a été réalisée sur la FEDGN à ce sujet, donc vous devez pouvoir, quand le site sera up, vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette conférence en ligne sur la demande de subvention. Il se trouve que ça se fait très peu en France, mais dans certains cas, il est possible de solliciter des fonds extérieurs ou par exemple de mettre en place des partenariats où une municipalité va vous prêter un lieu, mais en échange, vous avez un partenariat, mettons, avec la MJC locale, et vous allez accueillir un certain nombre de personnes de cette commune ou de cette association, de la MJC locale et tout ça. Bon. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles et qui vont favoriser le fait de faire des jeux accessibles également d'un point de vue économique. Sachant que là encore, je pense que je me suis pas assez appesantie là-dessus. On peut pas tout faire pour tout le monde. Donc en fait, il y a des choses qui vont souvent se contredire un petit peu. Par exemple, effectivement, un lieu qui est hyper accessible avec des ascenseurs, des chambres pour tout le monde, l'électricité partout, la cuisine en dur, du chaud, etc., va vous coûter beaucoup plus cher que de camper dans les bois. Et donc en fait, dans le premier cas, vous allez peut-être pouvoir accueillir plus de personnes en situation de handicap, mais vous allez accueillir peu de personnes en situation de précarité économique. Bon, là où on est quand même il y a une légère ironie, c'est qu'effectivement, en fait, on sait qu'il y a une surreprésentation de personnes handicapées dans les catégories sous le seuil de pauvreté, par exemple, donc dans les catégories de population qui sont également précaires économiquement. Bon, on peut vite se prendre la tête avec ces questions, honnêtement, ça peut être vraiment compliqué, et c'est des arbitrages en fait qu'on va faire en tant qu'orga, mais à mon sens, ça vaut vraiment le coup. Et puis, d'ailleurs, même si vous avez, là vous avez un peu fait votre marché vous avez un petit peu vu qu'est-ce qui était possible de faire matériellement et tout ça, il va rester un point qui en fait peut faire la différence, notamment pour les personnes où vous n'avez pas pu tout à fait répondre à leurs besoins parce que ça aurait été trop cher ou pour différentes raisons. Il reste la question de l'accueil. Alors, je vais clôturer cette présentation là-dessus, puisqu'en fait, là, on partirait sur vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe, et j'ai encore le projet, bien sûr, de faire de la sensibilisation sur la question de l'accueil des personnes, mais vous allez pouvoir mettre des choses en place comme des zones sécurisées, des personnes qui vont être dédiées à la sécurité émotionnelle, etc. Bon, ça c'est autre chose, et c'est des choses qui vont venir compléter et vraiment énormément renforcer ces questions d'accessibilité et d'inclusivité. Mais là on rentrerait dans le détail, donc je vais pas m'en occuper aujourd'hui, et puis ça prendrait un peu de temps. Il faut se souvenir, alors à la fin de cette présentation, on peut avoir un peu l'impression que c'est écrasant, que c'est quelque chose qu'on va jamais y arriver, qu'il y a trop de choses à penser, que c'est vachement lourd. Bon, en un sens, c'est vrai. Il y a une certaine lourdeur à ça. Maintenant, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, je suppose que vous avez quand même un peu ce truc-là de, en fait, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. Après, on n'est pas surhumain. Les organisateurs, organisatrices restent des humains, et en plus des humains bénévoles qui vont faire ça sur leur temps libre, etc. Ça peut être super compliqué. En fait, une solution qui peut être mise en place si c'est possible pour vous, c'est d'avoir une personne ou un groupe de personnes qui est dédié à l'accueil, à la communication, à la réponse aux questions, etc. Par exemple, vous avez cette personne qui va lire les mails des PJ en amont du jeu. Et effectivement, s'il y a un joueur ou joueuse qui va avoir une critique à faire sur un point de règle, quand on est soi-même orga sur les règles, etc., on peut avoir un peu un réflexe, un peu de réactance, de dire oh là là, putain, j'en peux plus. Éventuellement, en plus, on aura vu, ce sera la 4e fois qu'on a cette question sur les règles. Bon, on a ras la casquette, quoi. Et en fait, avoir une personne qui va être dédiée à l'ouverture de ces mails, ça fait que vous avez une personne qui va être dispo, en fait. Juste dispo, non seulement en termes de temps, mais dans sa tête, pour faire ce genre de choses. Ça peut être aussi la même personne ou des personnes différentes qui vont faire l'accueil des personnes en jeu, problèmes émotionnels, problèmes physiques aussi, sociaux et tout ça.
faut avoir une équipe ressources, donc une équipe qui soit contactable en amont du jeu, sur place et après le jeu. Ça peut être juste un orgacom, une orgacom qui va être sur Facebook, qui va répondre aux mails, qui va répondre aux questions et tout ça. Bon, il y a plein de façons de le mettre en place. En tout cas, il est important de se rappeler qu'on est tous et toutes humains, orgas et participants, participantes, qu'on est faillible, qu'on ne peut pas tout faire soi-même, et avoir une certaine bienveillance les uns avec les autres. Et là, je m'adresse aussi aux personnes qui demandent des choses aux orgas. On sait qu'on est, quand on est orga, tout le monde ne l'a pas toujours été, ne l'a pas été, etc. Mais c'est quand même une situation où il y a de la pression. C'est quelque chose qui peut être assez lourd, assez drainant, d'organiser un jeu. Et donc, voilà, essayer aussi, en tant que personne qui va prendre contact avec les orgas, d'être bienveillant, bienveillante, mais on peut pas toujours l'être. Et inversement, les orgas organisatrices, faire le maximum pour se donner les moyens d'accueillir avec bienveillance, avec respect, avec toujours cet objectif de jouer ensemble, d'avoir le maximum de personnes et le maximum de personnes contentes de jouer, quoi. Bon. Ouais, donc pour conclure, voilà, on n'est pas surhumain, et le but de cette présentation, c'est aussi de favoriser chez tout le monde une posture d'ouverture, mais pas de solutionner tous les aspects ou les besoins potentiels, parce que c'est pas possible. Bon courage en tout cas, faites de votre mieux. Je vous ai mis des ressources que je mets également en lien de la vidéo YouTube. Je vous ai mis un lien FEDGN, donc sur la charte de déontologie, où j'explique vraiment, en fait, si vous êtes adhérent, adhérente à la Fédé, vous avez des choses à respecter en termes d'accueil des personnes, de thèmes et tout ça. Je vous explique comment faire, et avec des ressources et tout. La lettre d'intention, donc aussi comment on rédige une lettre d'intention, donc on reprend les éléments que je disais là, que je donnais là d'une façon un peu plus détaillée. L'accueil des mineurs par exemple, assurer la sécurité émotionnelle, la charge comportementale, la surdité en GN. Et donc ça c'est pour les ressources Fédé. Vous avez également sur ElectroGN un article très bien foutu sur la question de GN et handicap, où vous allez avoir un peu une checklist que vous allez pouvoir consulter, genre est-ce que vous avez pris ça en compte, etc. Donc c'est vraiment un très bon support d'organisation. Sur mon blog en anglais, j'avais fait un article qui, pour le coup, est beaucoup plus long, qui prend en compte des cas pratiques, etc. Donc qui est plus une question d'expérience et de ressenti de personnes avec des handicaps différents qui participent à des GN. Vous avez la vidéo dont j'ai parlé de Cora sur la PAF solidaire. Vous avez le guide pour un GN plus sécurisant qui va vous parler plutôt d'accueil, notamment de personnes qui ont subi des agressions, des situations de harcèlement, etc. en jeu. Le superbe guide histo mais pas sexiste qui va vous expliquer comment est-ce que c'est possible de faire des personnages féminins, notamment historiques, badass. Également, j'avais fait une conférence à Betalarp une année où on avait discuté donc de comment on écrit des personnages en prenant en compte en essayant un petit peu de perturber le genre, on va dire, d'avoir des stratégies d'écriture différentes et tout ça. Il y a aussi un article de blog de Cora sur le typecast, donc c'est-à-dire le fait d'être toujours mis dans le même type de rôle, qui peut vraiment ouvrir les yeux, je pense, en tant qu'organisateur, organisatrice. Et la chaîne YouTube de Cora, de façon générale, qui est vraiment, vraiment top. Voilà, alors là, ça va être la fin de la présentation pour moi. Est-ce qu'il y a des questions ?